L'invité de ce Smart Impact, c'est Sébastien Maire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de France Ville et Territoire Durable, association qui a été créée en 2019. Avec quelle mission ? Avec la mission de repérer et de rediffuser le plus largement possible des méthodes, des outils et des solutions qui fonctionnent pour accélérer la transition écologique énergétique des territoires et en même temps les faire monter en résilience. Et quand je parle de territoire, je parle d'un territoire avec tout ce qu'il contient, c'est-à-dire aussi bien les habitants que les collectivités et les entreprises et le tissu économique. Aujourd'hui, on est assez en retard sur un nombre de sujets et pour protéger notamment nos entreprises et l'action économique, on a besoin de changer de certains paradigmes. Oui, je disais dans les titres que vous proposez un certain nombre d'éléments, boîte à outils, réseau aux élus locaux, mais aussi aux entreprises. C'est tout l'écosystème territorial qui peut bénéficier de votre action, c'est ça ? C'est exactement ça, en partant du principe que personne n'a la solution tout seul. Oui. Et que dans la mise en œuvre des actions nécessaires, il faut le faire ensemble et qu'on a besoin de renforcer en amont les réflexions, le partage de vision entre ces différents acteurs publics et privés pour qu'ils se mettent d'accord. Mais est-ce que c'est si facile de les faire dialoguer ? J'imagine que maintenant, en 6 ans, vous avez pas mal d'expérience, mais au départ, c'est parfois des langages un peu différents, des états d'esprit un peu différents. Ça a fait partie des obstacles qu'il a fallu contourner ? Oui, mais c'est à la fois un obstacle et une chance. Oui, c'est une richesse. Parce que c'est cette diversité d'approches, cette diversité de points de vue qui permet de trouver des solutions qui fonctionnent. Oui, mais quand on a avant, ils ne se parlaient pas forcément. Voilà, alors ils se parlent quand même. S'il y a quand même des instances, peut-être un peu trop officielles d'ailleurs, qui permettent ces rencontres entre les deux mondes. Nous, on est beaucoup sur la logique territoriale, c'est-à-dire sur un territoire donné. Comment, avec les acteurs en place, on peut faire bifurquer les trajectoires. Alors, si on prend quelques exemples, quels services, quelles actions vous avez menées depuis plus de 5 ans au sein de ces collectivités, de ces territoires ? Eh bien, nous organisons, par exemple, j'étais encore hier à l'Isle-sur-la-Sorgue avec des maires, des élus et des entreprises de 6 départements où nous montrons qu'il est possible de faire autrement, en faisant intervenir des acteurs publics et privés qui ont déjà fait. Ça fonctionne beaucoup mieux quand un maire ou une maire dit à un ou une autre maire j'ai fait ça et ça marche, que quand des techniciens ou des experts comme moi vont le dire derrière un PowerPoint. Et donc notre idée, c'est de mettre en contact les acteurs pour qu'ils puissent s'inspirer les uns et les autres, car aujourd'hui on a toutes les solutions. Alors si on reprend cet événement-là, est-ce qu'il vous vient en tête comme ça des exemples de, puisque nous, c'est exactement ce qu'on essaye de faire nous ici avec Smart Impact, c'est de partager les bonnes pratiques et de faire en sorte que ce qui marche se diffuse le mieux possible. Est-ce que vous avez un bon exemple de ce qui a été évoqué hier que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs, nos téléspectatrices ? Par exemple, il y a quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'adaptation des villes, c'est-à-dire comment on prépare nos villes à supporter des canicules à 50 degrés pendant un mois. Elles sont pas du tout prêtes. Ça va arriver vite, plus vite que ce qui était prédit jusqu'ici. Et il existe des solutions qui sont peu coûteuses, qui mobilisent de la donnée et qui permettent d'avoir de multiples points de fraîcheur partout en ville. Par exemple, en utilisant des données, on peut voir à quels endroits il est beaucoup plus facile de déconnecter les tuyaux de gestion d'eau pluviale pour que l'eau s'infiltre dans le sol plutôt qu'elle soit considérée comme un déchet et qu'elle parte dans des tuyaux. Si elle s'infiltre dans le sol, on a la possibilité de planter des arbres qui vont durer, des espaces verts qui vont supporter les arrêtés d'interdiction d'arrosage pendant l'été qui vont devenir la norme, et donc autant d'îlots de fraîcheur partout disséminés dans la ville ou dans le territoire qui permettent de rafraîchir globalement la température. Ça coûte pas cher, c'est possible, mais ça va demander qu'on mobilise parfois un peu de foncier privé, parfois un peu de foncier public, et donc là encore on a besoin de l'ensemble des acteurs. Vous vous présentez comme un do-tank, cercle de réflexion et d'action. Les deux sont importants. Là, on parle pas mal d'action, de bonnes pratiques à partager. Sur la partie réflexion, il y a aussi des experts qui vous accompagnent, des chercheurs, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour nourrir des actions efficaces, souvent, quand on parle avec des chefs d'entreprise ici, ils disent « Ok, moi je veux faire des choses, mais je veux être sûr que je vais dans la bonne direction. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on a un comité scientifique, en effet, qui accompagne tous nos travaux. On a même un doctorant in-house qui travaille sur les indicateurs territoriaux pour les entreprises et pour les collectivités qui permettent de faire bifurquer les trajectoires pour garantir la résilience et des territoires et des entreprises. Donc oui, le
le cadre logique est important. Et d'ailleurs, ce cadre logique sur la transition écologique, il évolue beaucoup en ce moment, hein. Le développement durable a du plomb dans l'aile, par exemple, parce qu'il est un peu considéré comme un oxymore. Aujourd'hui, on parlerait plus d'équilibre durable que de développement durable, en partant du principe que le développement infini est une idéologie à partir du moment où les ressources qui y sont nécessaires sont-elles en quantité limitée. Donc, il y a aussi une révolution culturelle à conduire chez les décideuses et les décideurs, privés comme publics, et c'est une grande partie de notre action. Il y a un mot que vous utilisez souvent, nous aussi, le mot smart city. Qu'est-ce que ça signifie dans l'action d'une association comme la vôtre ? Ben, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, à sa création, l'association était très tournée vers les logiques de smart city technologiques, et à l'instar de toute la société, on en est sorti, puisque la smart city, telle qu'elle avait été pensée il y a 10-15 ans, a montré que ça ne fonctionnait pas, que ça finissait par coûter plus cher, et en coût de fonctionnement pour les collectivités, et en impact environnementaux, puisqu'aujourd'hui, l'explosion de l'utilisation du numérique est en train de mettre par terre les 20 ans d'efforts qu'on a réalisés sur les transports, sur l'isolation des logements, etc. En quelques années, on perd tout le gain et les efforts qui ont été faits en 20 ans parce qu'on explose le numérique sans discernement. Ouais. Et donc, ça veut dire que c'est une façon différente de rendre les villes intelligentes et résilientes ? Tout à fait, parce que la donnée, elle est utile. On a besoin d'outils technologiques pour, par exemple, mieux décider. C'est-à-dire les outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, des outils numériques nous permettent, avec les jumeaux numériques par exemple, certains de nos adhérents les proposent, de mieux anticiper les impacts de telle ou telle solution avant la décision. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont tels que l'évaluation ex ante, c'est-à-dire avant de réaliser les actions, est bien plus importante que celle d'après, parce que, à vrai dire, aujourd'hui, réaliser dans 15 ans qu'on s'est trompé ne nous servira pas à grand-chose. Est-ce que les assureurs sont vos partenaires ? Parce qu'il y a des débats de plus en plus importants avec des assureurs qui commencent à moins assurer les villes ou à mettre des primes tellement chères que finalement les élus disent non, on peut plus s'assurer. Et à côté de ça, il y a aussi des outils développés par les assurances pour anticiper les crises, pour mieux les traiter. Donc comment vous travaillez avec les grandes assurances ? J'aimerais beaucoup travailler davantage avec les assureurs, notamment parce que, comme vous venez très justement de le dire, leurs données sont extrêmement fiables et bien plus pointues que celles qui sont utilisées par les acteurs publics quand ils font un plan local d'urbanisme, par exemple. Aujourd'hui, un assureur, il sait prédire à la parcelle cadastrale le risque d'inondation par ruissellement, le retrait-gonflement d'argile, etc., à la parcelle. Alors que les élus raisonnent encore, ou les services des collectivités à l'échelle des quartiers, des grands quartiers dans leur zonage. À terme, les deux maisons, l'une à côté de l'autre, risque de ne pas être assurée de la même manière ou à la même prime, parce qu'une va être beaucoup plus sujette, par exemple, à l'inondation par ruissellement, qui est en train d'exploser aujourd'hui et qui n'est pas prise en compte par la réglementation nationale des risques. La réglementation nationale des risques, elle tient compte de l'inondation par débordement, mais pas par ruissellement. Et aujourd'hui, tous les dégâts dans les entreprises, dans les collectivités, c'est le ruissellement, beaucoup plus que le débordement. Les assureurs ont les données. Donc vous leur lancez en quelque sorte un appel ? On aimerait beaucoup travailler davantage avec les assureurs, on le fait déjà, notamment dans cet intérêt commun qu'on a à convaincre les élus locaux qu'il est possible de faire autrement et de mieux protéger les biens et les personnes face au monde qui vient. Il y a plusieurs piliers, la sobriété, la résilience, l'inclusion, la créativité avec lesquels vous travaillez. Je voudrais qu'on parle de l'inclusion. Je discutais récemment avec Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français. C'est vrai que les Jeux olympiques paralympiques de Paris, ça a permis d'avancer dans pas mal de domaines. Mais il y a un petit côté parenthèse enchantée et il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'accessibilité, notamment dans les villes. Et donc, est-ce que c'est un domaine sur lequel vous travaillez particulièrement, celui-là ? Alors on y travaille aussi, mais c'est vrai qu'on a une vision large de l'inclusion, c'est-à-dire c'est pas seulement les personnes en situation de handicap, ça peut être aussi de l'inclusion sociale, culturelle, économique, numérique, exactement. Bien sûr, les questions d'accessibilité transport, par exemple, au transport en commun, pour les personnes en situation de handicap, sont loin d'avoir trouvé toutes leurs réponses. Néanmoins, là encore, des développements de nouvelles mobilités qui sont faites par des entreprises françaises, qu'on appelle les véhicules légers et intermédiaires. Certains peuvent tout à fait permettre le transport de personnes en situation de handicap. Ça coûtera beaucoup moins cher que de mettre aux normes des stations de métro. Donc peut-être que vu
la raréfaction des crédits publics et privés qui seront disponibles pour ces actions, on a intérêt à être plus smart et à réfléchir autrement qu'on ne l'a fait au XXe siècle. Merci beaucoup Sébastien Maire et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, comment décarboner le secteur de l'édition.